Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être présent ce matin. Tout d'abord, je me présente. Mon nom est Amélie Saint-Laurent-Samuel. Je suis de Nature Québec, chargée de projet biomasse, et je suis aussi la coordonnatrice de Vision Biomasse Québec, un regroupement qui fait la promotion de la filière de la chauffe à la biomasse forestière au Québec. Et je vous présente mon co-animateur ce matin. Oui, bonjour, bonjour à tous. Nicolas Belrose de Recycle Québec, agent de recherche et de planification, responsable du secteur du suivi du secteur CRD chez Recycle Québec, là, donc tout ce qui touche le recyclage des matériaux de construction, rénovation, démolition. C'est moi qui s'occupe de faire ce suivi-là. Donc, on a participé à ce projet-là de Nature Québec. Donc, on vous en parlera un peu plus tard aujourd'hui. Donc, on vous présente finalement un résumé du guide qui a été produit par Nature Québec. C'est un guide qui est disponible gratuitement, soit en version téléchargeable sur le site de Nature Québec. On pourra vous communiquer le lien un peu plus tard après la présentation. Exactement. Le lien va être sur la dernière diapositive. Et puis, sinon, en fouillant sur le site de Nature Québec et puis le projet Carrelage de Tout-Bois, vous allez pouvoir trouver le lien téléchargeable. Donc, on vous avertit tout de suite, on fait référence justement au guide. On parle effectivement de ce guide-là. Vous allez trouver toute l'information. On a fait certaines sélections, ce qu'on pensait qui était le plus pertinent à retenir, mais c'est un outil finalement qui est complémentaire. Pour ce qui est des questions, aujourd'hui, on en a jasé ensemble. On disait qu'on était à l'aise de recueillir des questions pendant toute la durée du webinaire. Donc, on a Julie qui sera là à la prise de questions, qui nous fera signe justement qu'elle voit vos interventions. Ça prendra peut-être une petite minute de temps qu'on prenne le tout, puis on répondra vraiment au fur et à mesure. Finaliser notre point, on prendra votre question. On tentera d'y répondre aussi le plus rapidement possible. Si jamais on n'a pas la réponse sous la main, ça nous fera plaisir de faire la recherche et vous revenir avec la réponse. Oui, effectivement, on essaie d'être des encyclopédies. Malheureusement, on a encore quelques failles. Donc, je vous propose de commencer. Et vous ne pouvez pas me répondre, alors je prends ça pour un oui. C'est bon. Donc, ce matin, les différents thèmes abordés, on va se passer la parole, Nicolas et moi. Je fais un petit survol du projet Farflèche de Tout-Bois. Il y aura un bilan 2015 sur le recyclage et la récupération du bois CRD. Une mise à jour concernant le bannissement et l'élimination du bois. Donc, ça va être une brève mise à jour. Un aperçu du cadre réglementaire. Comme vous savez, ça peut être très, très large, donc on va parler des principaux points pour se les remettre en tête pour la formation. Ensuite, on tombe aux pistes d'action pour la mise en valeur là, avec 3 thèmes principaux. On parle des débouchés et puis du soutien au projet finalement. Alors, le projet Farflèche de Tout-Bois, c'est un projet qui a commencé, en fait, il y a maintenant, je dirais même malheureusement quelques années, non, heureusement, parce que ça nous a donné l'occasion de parler à une multiplicité, donc une grande diversité d'acteurs du secteur de la gestion de matières résiduelles, mais aussi de la transformation du bois au Québec. L'objectif, à la base, c'était vraiment d'outiller les générateurs et les gestionnaires de matières résiduelles, comme les MRC et les municipalités, afin qu'ils puissent contribuer à une meilleure mise en valeur du bois post-consommation. Donc, l'outil principal qui a été créé, bien sûr, c'est le guide, mais le webinaire est vraiment un outil pour de transfert de connaissances complémentaires, comme je le disais. Bien sûr, on a des partenaires financiers. Le concours d'idées du Fonds d'action québécois pour le développement durable, aussi appelé pour les initiés FAQDD, et ici, Recycle Québec ont permis la réalisation du projet Farflèche. Et puis, comme je disais, on a eu plusieurs partenaires. Nos partenaires majeurs, vous les connaissez très certainement, le 3RMCDQ, et puis le Stéphane Normand-Maurice, qui a mené des travaux préalablement sur la gestion du bois post-consommation au Québec. Mais vraiment, on a parlé à des acteurs de tous les milieux, des gestionnaires d'entreprises, des gens du comité bois du 3RMCDQ aussi,
les gens de Recycle Québec, des différents ministères. Vraiment, on a été très gâtés. Et je tiens à souligner la participation aussi spéciale de M. Claude Trudel du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui nous a aidé à préparer le contenu du webinaire, notamment pour les aspects réglementaires. Il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui traitent particulièrement des aspects réglementaires. Nous, on va s'assurer de bien les cheminer. Exactement. Je pourrais prendre le chapeau de Claude pour répondre à certaines questions qui touchent le cadre réglementaire, mais je dirais que c'est vraiment lui l'expert. Donc, si on n'a pas réponse à votre question, on lui fera parvenir là, sans problème si la question est très tout pointue. Exactement. Puis, comme on a tous vos courriels, ça serait possible de faire le suivi. Je vais parler à Nicolas. Oui, donc je vous présente un extrait de notre bilan de la gestion des matières résiduelles, bilan 2015, qui sera à paraître, on l'espère, très, très bientôt. On a eu une très bonne collaboration des centres de tri CRD qui ont pu nous répondre à notre sondage finalement. Donc, ce que je vous présente là, c'est les résultats de ce sondage-là. Donc, les centres de tri qui ont reçu approximativement 1,8 million de tonnes de résidus CRD de différentes sources et souvent pêle-mêle, ont pu les trier de cette manière-là. Ça, c'est les extraits, donc ce que les centres de tri ont pu trier. Alors, ils ont pu acheminer vers soit du recyclage ou de la valorisation environ un peu moins de 800 000 tonnes. Donc, au total, ça fait un peu autour de 50 quelques pourcents de recyclage et de valorisation. Et comme vous le voyez, la matière qui prend le plus d'importance, c'est le bois à 56%, ce qui représente environ 442 000 tonnes qui ont été soit envoyées au recyclage ou en valorisation, d'où la deuxième tarte que vous voyez ici, sous une proportion d'à peu près, grosso modo, 2 tiers, 1 tiers vers soit la valorisation ou le recyclage. Le recyclage, donc, représente 165 000 tonnes et la valorisation 277 000 tonnes. Donc, on voit que les besoins énergétiques sont quand même importants. C'est le secteur qui tire le plus, si vous permettez l'expression. Donc, c'est vers là que les matières sont acheminées. C'est sûr que pour nous, au Recycle Québec, on voudrait voir la portion recyclage augmenter. C'est sûr qu'il y a une partie aussi de la problématique qui vient au niveau des débouchés, où est-ce que il n'y a pas énormément d'entreprises qui font du recyclage en tant que tel, donc qui font d'autres produits à partir des résidus de bois. Les plus importants sont Tafisa à Lac-Mégantic et Matériaux spécialisés de Louisville à Louisville en Mauricie. Donc, ils peuvent faire des sous-produits, soit des panneaux de particules, des panneaux de mélamine, des panneaux insonorisants dans le cas de Matériaux spécialisés de Louisville. Sinon, en valorisation, on a les grands valorisateurs, si je peux dire, les papetières ou des entreprises qui ont des grandes chaudières à biomasse. Ou sinon, il y a aussi de plus petits valorisateurs, des chauffages dans les serres, par exemple, qui peuvent utiliser des résidus de bois. Mais on va voir un peu plus tard, là, des fois, le cadre réglementaire peut leur donner certains problèmes aussi. L'enfouissement du bois, ce que je vous ai présenté précédemment, c'est ce qui a été recyclé. Par contre, il reste encore des résidus de CRD qui sont enfouis et qui sont aussi mélangés à travers d'autres types de déchets, finalement. Nous, on a fait les données qui vous sont présentées là, c'est selon la caractérisation et l'élimination 2010-2011, c'est malheureusement la dernière caractérisation qui a été faite chez Recycle Québec. On n'a pas de nouvelle caractérisation qui a été faite directement dans les lieux d'élimination plus récemment, en 2014 ou en 2015, par exemple. Donc, dans les déchets d'origine municipale, donc tout ce qui est collecté par les municipalités qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement, c'est environ 200 000 tonnes de CRD, mélangés qui se retrouvent à l'intérieur de ces déchets-là.
Dans les déchets d'origine ICI, c'est 276 000 tonnes de CRD qui se retrouvent là. Et puis, on a évalué environ 171 000 tonnes des résidus de CRD que j'appelle sans les centres de tri, c'est-à-dire les résidus de CRD directs qui ont été acheminés vraisemblablement directement d'un chantier à un lieu d'élimination, ce qui nous fait un total de CRD enfoui de 647 000 tonnes. Si on prend la proportion de bois qui était présente dans l'étude de caractérisation, ça représente environ, le bois représentait environ 33% des déchets qui étaient des déchets de CRD qui étaient enfouis. Donc, on a un gisement potentiel estimé, là, je vous mets ça un peu grossièrement, on n'a pas de chiffre absolu qui est donné là-dessus. Donc, tonnage de bois d'environ 213 000 tonnes. Donc, finalement, on a quand même des résultats intéressants, si je peux dire, où est-ce que tantôt, on avait 442 000 tonnes de bois qui étaient soit recyclés ou valorisés, versus 213 000 tonnes qui est encore enfouie. Donc, c'est quand même une performance intéressante. C'est pas parfait, mais considérant le contexte réglementaire où est-ce qu'il y a eu effectivement certaines annonces sur le bannissement du bois, par exemple, on y reviendra un peu plus tard, mais même si ces actions-là n'ont pas été réalisées concrètement encore, ben, on voit qu'il y a quand même une plus forte proportion qui est envoyée vers le recyclage et la valorisation que l'enfouissement. Donc, il y a quand même une performance intéressante. Autre section de notre bilan, on a sondé également les écocentres des différentes municipalités à travers la province. Donc, je ne me souviens plus par cœur, on a eu, je crois, les résultats d'environ 180 écocentres à travers la province, qui représentent à peu près 70%, je pense, de taux de réponse. Donc, on estime à 405 000 tonnes les résidus divers qui ont été envoyés dans les écocentres, parce que les écocentres reçoivent toutes sortes de matières, finalement, autant des produits sous la responsabilité élargie des producteurs que des biens de consommation en fin de vie, que, comme on peut voir, quand même une proportion intéressante de résidus de CRD. Je mets un astérisque aux 405 000 tonnes qui ont été reçues par les écocentres, étant donné que beaucoup d'écocentres n'ont pas de balance à l'entrée. Donc, souvent, on a à faire certains calculs, certaines règles de 3, par exemple, pour arriver à ce tonnage-là. Pour les écocentres, notre qualité de données est intéressante, mais pas parfaite. Donc, c'est pour ça qu'on présente l'information davantage sous forme de pourcentage pour qu'on puisse justement avoir une meilleure idée et considérer qu'on n'a pas de données en tonnage absolu. Donc, on voit qu'il y a quand même près du tiers, c'est des CRD pile-mile, des CRD non triés. Il y a d'autres écocentres qui ont peut-être plus d'espace, qui leur permettent d'avoir un certain tri à la source des résidus de CRD qui sont acheminés par les citoyens. Donc, on peut voir après ça les différentes catégories. Donc, c'est en préparation ou en construction, si je peux dire. Pour nos prochains bilans, on a établi une meilleure base de données, une meilleure base de consultation à ce moment-là. Donc, on devrait pouvoir avoir des meilleurs comparables dans les années à venir. Le bannissement. Oui, on va en parler. Même si il y a plusieurs échos sur le terrain où est-ce que c'est pas évident, considérant qu'il y a il n'y a malheureusement pas eu d'action concrète autre que la mention du bannissement de l'enfouissement du bois dans le dernier plan d'action du ministère qui était annoncé pour 2014, on se rappelle. Malheureusement, il y a eu certains changements, je dirais, dans la présentation ou dans les actions du ministère. Le ministère nous répète et le dit dans les différentes tribunes, c'est toujours dans les intentions du ministère de procéder au bannissement de l'enfouissement du bois.
Ceci dit, la stratégie se déplace tranquillement vers un bannissement plus global, je dirais, finalement en 2020, en incluant le grand chantier de la matière organique. Donc, tous les bannissements qui étaient annoncés précédemment dans le plan d'action 2011-2015, que ce soit le papier-carton, en 2013, le bois en 2014 et la matière organique en 2020, ben, finalement, un peu toutes ces matières-là seront incluses dans la même modification réglementaire pour 2020. Donc, ça n'empêche pas que ce sera une réalité dans les prochaines années. Les acteurs devront donc utiliser ou faire face à cette situation-là. C'est sûr aussi, il y a eu des changements plus récents encore, je dirais, avec l'adoption du projet de loi 102 qui transfère certaines responsabilités, certains rôles de la direction des matières résiduelles du ministère à Recyc Québec. Donc, il y a des négociations qui sont en cours entre les deux entités. Et pour savoir finalement, justement sur la stratégie de bannissement, quel organisme sera responsable de ce bannissement-là ou des actions pour y parvenir et comment ces actions-là seront mises en place. Maintenant, à quel moment ces négociations-là seront terminées, qu'on pourra dire c'est parfait, on aura un échéancier, un plan d'action plus précis. Là, ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais c'est ce qui s'en vient, je dirais, dans les prochains mois. Ceci dit, comme on l'a vu un peu plus tôt, même s'il n'y a pas eu de stratégie vraiment imposée à ce moment-là, on peut quand même voir que le tonnage de bois qui est enfoui est quand même beaucoup moins important que ce qui est actuellement recyclé, valorisé. Donc, la seule annonce du bannissement, finalement, a pu jouer sur les comportements de certains acteurs. Ce qui est encore envoyé à l'élimination, finalement, c'est probablement soit certains récalcitrants ou peut-être qu'il y a encore des générateurs de résidus de bois qui ne sont pas au courant de cette réglementation, que cette réglementation-là s'en vient. Donc, bref, il y aura à prendre des actions sur ces générateurs-là. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça ne sera pas nécessairement facile, étant donné que ça risque d'être plusieurs petits générateurs qui seront soit à collecter, à récupérer pour pouvoir valoriser les résidus de bois, alors que la plupart, je dirais, des grands générateurs ou des grands secteurs en tant que tels sont déjà pris en compte. Donc, finalement, sur la stratégie de bannissement, il y a eu, comme c'était indiqué, un peu un changement dans l'approche en tant que telle. Finalement, a posteriori, il aurait peut-être dû finalement dire on annonce le bannissement, quitte à l'annoncer, et non pas de se peinturer dans le coin sur une date, de dire que ce sera banni, et par la suite d'annoncer une date en observant les différentes réactions de l'industrie en tant que telle. Donc, le dernier point là, qui mentionne que lorsque la situation sera jugée correcte, l'application concrète sera annoncée, c'est que là, il y aura finalement une date limite à laquelle les résidus de bois seront finalement bannis. Il est toujours un peu prévu de faire une mise en place quand même graduelle parce que c'est pas tout, on va le voir un peu plus loin, c'est pas tous les résidus de bois qui ont les mêmes débouchés. Il y a certains bois qui sont encore problématiques. On est là pour présenter, Amélie vous présentera certaines pistes justement sur ces bois un peu plus problématiques-là, mais il y a quand même différents aspects à prendre en compte. Autre aspect important dans la modification réglementaire du projet de loi 102, c'est au niveau du régime d'autorisation, donc tout ce qui encadre les certificats d'autorisation, les différentes activités des activités industrielles qui sont réalisées. Donc, ce que le ministère nous dit, c'est que c'est cette nomenclature-là. Le projet de loi a été adopté à la fin mars 2017. Donc, le ministère se donne un an avant d'arriver à cette nouvelle nomenclature-là. Donc, d'ici mars 2018, ce sera donc les éléments qui seront pris en compte. Si vous êtes un
une entreprise qui fait une demande de certificat d'autorisation, vous serez encore sous l'ancien régime, si je peux dire, et non pas sur ça, mais c'est vers ça que le ministère tend. Donc, il y a plusieurs aspects qui vont aussi être encadrés dans des règlements. Donc, si on regarde les deux premiers niveaux, les activités à risque négligeable et les activités à risque faible, ce sera des activités qui seront décrites dans un règlement. Donc, vous aurez pu nécessairement vous poser de questions. Vous avez à consulter le règlement. Est-ce que mon activité entre dans ce règlement-là? Oui, non. Donc, vous avez droit ou vous allez vers une activité à risque négligeable qui ne demande rien, finalement, qui n'aura aucune demande particulière, ou des activités à risque faible, où est-ce que là, on fonctionne un peu à l'inverse, où est-ce que l'entreprise aura finalement à déclarer son activité au ministère et non pas une demande de certificat d'autorisation en tant que tel. Le ministère nous dit qu'il y aura effectivement, comme c'est mentionné, des lignes directrices à respecter. Je pense, selon les dernières informations, le ministère semble aller vers une description dans son règlement qui est assez précise. Donc, on risque de parler de certains seuils de quantité, par exemple. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, pour les gestionnaires d'éco-centres, peut-être que ce sera des activités à risque faible à ce moment-là, qu'il y aura seulement des déclarations à effectuer là-dessus. Vous n'aurez plus de certificat d'autorisation en tant que tel à demander pour soit stocker du bois, stocker différents résidus, tant que ça respectera, j'imagine, certains volumes à l'intérieur de ces activités-là. Sinon, après ça, on tombe dans les activités à risque moyen qui finalement sont présentement à peu près toutes les activités qui demandent un certificat d'autorisation. Et puis, les activités à risque très élevé qui n'y a là non plus aucun impact, donc aucun changement, c'est-à-dire donc on tombe dans les études d'impact, les études du BAP, des études de retombées et autres. Donc, ça, c'est pour les plus grands projets à ce moment-là. Donc, présentement, on attend donc la prochaine année pour se donner, pour voir arriver ces nouveaux règlements-là, pour voir la liste des activités qui seront assujetties. Et comme tout règlement, finalement, le ministère ira en consultation publique à ce niveau-là. Les gens pourront faire valoir leurs points à ce niveau-là. Dans certaines rencontres qu'on a eues à laquelle j'ai assisté avec l'industrie et le ministère, il y a des bonnes questions à laquelle le ministère n'avait pas de réponse actuellement, notamment sur des modifications d'activité. Ou est-ce que la modification d'une activité entrera dans le régime des activités à risque faible ou restera une activité à risque moyen? Je donne un exemple, si vous êtes soit une entreprise ou un éco-centre qui fait du broyage de bois pour faire soit de la valorisation ou du recyclage, mais que vous changez votre broyeur, est-ce que là, vous n'aurez seulement qu'à avertir le ministère en tant qu'activité de risque faible, étant donné que vous êtes déjà autorisé à faire un broyage de bois? Est-ce que vous n'aurez seulement qu'à avertir le ministère que vous changez votre broyeur? Ou vous aurez à faire une nouvelle demande de certification, de certificat d'autorisation parce que vous restez quand même dans une activité à risque moyen. Donc, ça, c'est le genre je dirais, de subtilité à laquelle le ministère devra réfléchir. Et si on veut accélérer ou faciliter la gestion en tant que telle, ben, ce sera un point qu'ils devront observer. Même chose au niveau des quantités. Le ministère indique qu'il y aura certains seuils pour lesquels les activités resteront à risque faible. Donc, est-ce que automatiquement, si le seuil augmente, on passera à un risque faible, à un risque moyen? Donc, est-ce que ce ne serait pas déjà mieux si vous entrevoyez, par exemple, une croissance des opérations de déjà demander un volume supérieur à ce qui est prévu? Donc, là, c'est des différents cas qui devront être pris en compte dans les prochains règlements. Autre règlement qui touche les matières résiduelles ou les résidus de bois.
le règlement sur l'enfouissement, l'incinération des matières résiduelles, le REIMR. Donc, c'est un règlement qui encadre aussi certaines activités. Donc, ce qui est mentionné, ou le résumé, si je peux dire, c'est que les matières, comme c'est inscrit, si des matières qui ont une composition analogue à celle d'un résidu de CRD, mais qui sont issues d'un procédé industriel, donc qui viennent d'une entreprise, doivent être acheminées dans un centre de tri pour qu'ils puissent être recyclés d'abord, puis la portion non valorisable puisse être envoyée dans un LEDCD, un lieu d'élimination de débris de construction et de démolition. Parce que l'exemple ultime, finalement, c'est un peu paradoxal, vous en conviendrez, c'est que si je donne l'exemple, par exemple, d'une usine de fabrication de maisons usinées, pour le ministère, ça reste un ICI et les résidus qui sont générés par cette usine-là qui fabrique des maisons, même si c'est du bois, du gypse, du bardeau ou d'autres types de résidus de CRD, ça doit passer par un centre de tri CRD pour être envoyé dans un LEDCD. Sinon, il ne peut pas avoir de lien direct entre les deux. Ce qui est une bonne chose quand même parce que ça force le recyclage, la valorisation des différents résidus, mais ça peut avoir l'air un peu particulier en regardant ça de l'extérieur. Donc, le changement avait été apporté à l'époque pour éviter que justement tous les résidus ICI aillent dans les LEDCD, qui avaient une tarification qui était souvent moindre, et c'était un peu un apport du ministère pour inciter le recyclage des résidus de construction en tant que tel. Donc, si il y a des gens qui représentent ou qui ont sur leur territoire des entreprises qui génèrent des différents types de résidus de construction, comme justement des usines, de maisons usinées, des portes et fenêtres, des choses comme ça, c'est le genre d'ICI qui pourrait acheminer ces résidus dans un centre de tri de CRD pour faciliter le recyclage, la valorisation. Le règlement sur les matières dangereuses touche indirectement, si je peux dire, le bois traité, même s'il n'est pas considéré en tant que tel. C'est un peu le parent ou l'exception, si je peux dire, dans tous les résidus de bois. Le bois traité n'est pas considéré comme une matière résiduelle dangereuse, mais quand vient le temps de faire une valorisation, par exemple, ben là, il tombe un peu souvent dans une zone grise. Donc, il y a des lignes directrices à suivre pour arriver à en faire une bonne gestion. Puis, les résidus de panneaux également, dont la colle, finalement, les formaldéhydes sont supérieurs à un certain niveau, sont inférieurs, pardon, à un certain niveau, ne sont pas considérés comme des matières résiduelles dangereuses, mais quand vient le temps d'arriver d'autres règlements, ben, des fois, même s'il y a une partie de formaldéhyde, ça peut être considéré comme un contaminant, et là, ça doit, dans la valorisation énergétique, par exemple, c'est là que ça entre sous une autre section du règlement. Au niveau du règlement de l'assainissement de l'atmosphère, donc c'est lui qui gère ou qui encadre toutes les activités de valorisation énergétique. Les principaux points à retenir, c'est qu'il est interdit de brûler des résidus de bois contaminés, sauf par de la sable et du fer, dans un appareil de combustion d'une puissance inférieure à 3 MW. Et là, la partie contaminée, c'est là que ça peut porter interprétation. C'est-à-dire que malheureusement, avec les résidus de CRD, il y a quand même un certain risque que des plastiques, par exemple, puissent se retrouver avec des résidus de bois, qui est justement, comme je disais tantôt, du bois traité, qui est des résidus de panneaux. Et ça, dans certains cas, c'est considéré comme un contaminant. Donc, qui n'est pas du bois, même si dans le terme bois traité, on a bois. Mais on ne veut quand même pas non plus des puissances inférieures à 3 MW, c'est quand même des petites chaudières. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus des installations qui permettent d'obtenir des combustions optimales. Et puis là, ben, si on se retrouve avec des émanations de chlore, par exemple, s'il y a des morceaux de PVC qui se sont retrouvés dans les bois,
on n'est pas plus avancé environnementalement parlant. Donc, c'est un point à prendre en compte au niveau de la valorisation en tant que telle. Je sais que c'est un enjeu qu'on voit de plus en plus. On pourra en parler un peu plus tard aussi, notamment dans les résidus de palettes, où est-ce qu'il y a plusieurs palettes étrangères qui arrivent à composition un peu variable et ou inconnue, qui finalement limitent le potentiel de valorisation en tant que tel. Sinon, ben, lorsque les chaudières ont plus de 3 mégawatts, ben là, c'est des activités qui doivent être encadrées cette fois-ci par un certificat d'autorisation. Je ne pense pas que les changements réglementaires vont amener une modification à ce niveau-là. Donc, je pense que ce sera toujours considéré comme des activités au minimum à risque moyen. Peut-être même dans certains cas où, tout dépendant des intrants, ça pourrait être considéré comme quand même à risque élevé, donc il y aura peut-être des études d'impact à conserver, mais ça reste encore utiliser la terminologie des résidus de bois propres et contaminés, cette fois-là, qui peut être possible. Donc là, il peut y avoir présence de, mais encore une fois, moi, à mon bureau, j'ai des échos des fois différents d'applications. Il n'y a pas nécessairement de niveau ou de pourcentage bien précis de présence de contaminants à l'intérieur des différents résidus de bois. Donc, c'est ce qui, des fois, amène une certaine variabilité dans l'application des différents règlements. Mais, tout ça pour dire que c'est un règlement où il doit y avoir une activité de valorisation que les gens doivent prendre en considération malgré tout. Et moi, je vous inviterais à consulter justement le guide pour les aspects réglementaires, parce que justement, on a nos collaborateurs du ministère qui ont passé à travers chacun des règlements, s'assurer qu'on a une bonne interprétation. En même temps, je vous invite à être vigilant parce qu'on sait que les règlements, bon, il y a des modifications, il y a des mises à jour, donc ça change vite. Malheureusement, on fait un outil dans une période instantanée. C'est une image à un moment X, mais justement, il faut rester bien connecté des justement des nouveautés dans la réglementation, de ne pas vous induire en erreur, mais on trouvait que c'était quand même un bel outil inclus dans le guide. Juste avant, peut-être, on a une question ici à l'effet on demande si on a le droit de brûler des résidus de bois contaminés si on a un appareil de combustion plus puissant que 3 mégawatts. Effectivement, toutes les chaudières qui sont supérieures à 3 mégawatts, c'est possible de brûler des résidus de bois contaminés. Mais comme je dis, il n'y a malheureusement pas de seuil indiqué. Est-ce que si, par exemple, tout est encadré finalement dans chacun des certificats d'autorisation? On sait qu'il y a des installations qui ont des certificats d'autorisation bien spécifiques pour brûler, par exemple, du bois, justement du bois traité, mais ça peut être un bois traité, par exemple, seulement comme des dormants de chemin de fer créosotés, et non pas les bois traités comme les bois traités à l'arsenic ou au cuivre, comme les bois pour les patios, par exemple. Donc, ça, c'est souvent des activités qui sont quand même encadrées, mais à encadrement variable, si je peux le dire. Donc, ça dépend des installations. Si vous avez un certain gisement en tant que tel, je dirais, de vous informer auprès de valorisateurs s'il y a bien toutes les autorisations nécessaires pour le faire. Il y a certains procédés industriels aussi qui permettent de faire de la valorisation de bois, comme par exemple en cimenterie. Il y a différentes possibilités, étant donné que eux, c'est des fours à quand même très haute température. Il y a une bonne gestion des gaz qui se fait habituellement dans ces installations-là. Donc, voilà. Oui, c'est donc possible de faire de valoriser du bois, je dirais, légèrement contaminé ou selon la possibilité du certificat d'autorisation. Puis dans le guide aussi, vous trouverez, selon le type de contaminant en question, les différentes sections du règlement qui s'appliquent. Donc, si vous voulez en lire plus, sinon, on vous invite à nous contacter ou à contacter le ministère pour avoir le fin mot de tout ça.
Donc, on passerait aux pistes d'action pour la mise en valeur. Il y a différentes choses, il y a beaucoup de choses. Comme je disais préalablement, on va toucher seulement certains aspects. Tout d'abord, je vous présente un peu la nomenclature qui a été utilisée dans le guide, mais aussi dans le cadre du projet, qui peut parfois être intuitive ou contre-intuitive, dépendamment des gens. On a utilisé résidus CRD, ensuite résidus de panneaux particules ou de films, et résidus de palette. Bien sûr, dépendamment du point de vue dans lequel on se place, des résidus de panneaux peuvent être considérés dans des résidus de CRD, même chose pour les palettes. Donc, on s'entend que ce pas des sections qui sont étanches. La raison pour laquelle on l'a placé comme ça, c'est parce que vraiment, en parlant aux gens, en parlant aux différentes organisations qui travaillaient sur le territoire, qui avaient à justement gérer ce type de résidus-là, il y avait vraiment des défis particuliers par rapport à ces types de bois. Donc, c'est pour ça qu'on l'a organisé comme ça. Je pense que tout le monde assis autour d'une table, on aurait pu trouver des nomenclatures différentes et on s'est bien creusé la tête. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, bon, c'est ce type de présentation-là pour laquelle on a opté. Je vous dis aussi que certaines des suggestions, des pistes d'action qu'on vous présente, vraiment sont issues des conversations avec les professionnels. Donc, on n'a pas tout fait l'objet d'études d'impact, d'études de faisabilité, l'économique de tout ça. Il y a des choses qui sont basées sur des cas concrets, d'autres qui sont des idées qui semblaient faisables justement par les partenaires qui ont été consultés. Donc, je vais quand même porter ça à votre attention. Je suis capable de vous sortir une étude de faisabilité, malheureusement, pour toutes les pistes d'action. Alors, vous serez bien avertis. Il y a plusieurs disparités régionales, différents contextes qui peuvent modifier la gestion en tant que telle. C'est une solution unique qui peut être appliquée à toute la province. Donc, je pense qu'il y a plusieurs secteurs ou plusieurs régions, plusieurs contextes à prendre en compte en tant que tel. Donc, ça place un peu le contexte. On va tout d'abord commencer avec les résidus CRD. Donc, dans le guide, vous pouvez trouver une première section afin d'assurer le déploiement du réemploi et de la déconstruction. Différentes thématiques. Donc, délivrer les permis de déconstruction, faire la promotion de la déconstruction sur le territoire, créer et promouvoir des plateformes d'échange et de vente de matériaux réutilisables. On avait la brique à un certain moment. Je sais qu'il y a Second Cycle qui veut participer aussi au village. J'ai vu ça passer. Créer pour voir des infrastructures d'entreposage et de vente de matériaux réutilisables. Il y a beaucoup de choses qui vont se trouver dans le guide. Ce que je voulais vous présenter ce matin, c'était au niveau des permis de déconstruction, plus précisément. Et je voulais vous présenter l'implication de la ville de Seattle, bien sûr sur la côte ouest, aux États-Unis, qui ont mis en place, finalement, un permis de déconstruction résidentielle qui est volontaire. Donc, le permis est associé à différents critères que vous pouvez voir justement dans le diaporama. La réutilisation d'au moins 20 des matériaux de construction, le recyclage ou la réutilisation d'au moins 50 des matériaux de construction. Et puis ça ne touche pas la sac, la brique et le béton, qui, eux, doivent être recyclés ou réutilisés à 100 pour ça, bien sûr, on a différents processus qui encadrent. Notamment, il faut soumettre un plan de détournement des matières résiduelles vraiment à la demande du permis. Donc, voir comment on prévoit atteindre ces cibles, ces objectifs. Et bien sûr, une fois la déconstruction complétée, soumettre un rapport de détournement des matières résiduelles. Donc, bien sûr, on vous donne de moyens pour encadrer le tout, puis vérifier que les objectifs sont atteints. Mais pourquoi on ferait ça? Il y a différentes mesures incitatives, bien sûr. Je dirais que le point principal, c'est que les entrepreneurs qui auront fait la demande pour le permis de déconstruction et dont la demande aurait été validée, pourront obtenir un permis pour une nouvelle construction pourront commencer la déconstruction, pardonnez-moi, avant d'obtenir un permis pour la nouvelle construction. On sait qu'habituellement, avant de commencer la démolition des constructions, on se dote d'un nouveau permis de construction parce que y a quelque chose d'autre qui arrive sur le territoire.
Donc, c'est un avantage justement parce que ça permet de commencer la déconstruction plus vite, mais aussi ça permet de prendre en compte le temps supplémentaire qui est requis pour faire la déconstruction. C'est que ça demande, moi je tente de dire plus d'amour, donc plus de temps, plus de ressources. Donc, c'est une manière de prendre en compte justement ces réalités-là associées à la déconstruction. On dit aussi que la demande de permis de déconstruction est traitée très rapidement, en 2 jours. Et puis, ils ont prévu différentes, donc des sessions d'information gratuites avec les professionnels de la ville en gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un exemple plus concret par rapport au permis de déconstruction, des choses qui sont en vigueur. J'ai été vérifier même hier pour voir si tout était encore en place, tout y est encore. Donc, c'est bien, et puis c'est disponible aussi sur le site de la ville de Seattle, si vous voulez en savoir plus. Un autre grand thème qui est touché au niveau des résidus de CRD, c'est accroître la récupération pour favoriser le recyclage et la valorisation à grande échelle. Donc, on parle d'ajouter des exigences au permis de démolition délivré par les municipalités. Ça, j'en parle un peu plus, mais je laisse Nicolas dire 2 mots sur les 2 autres points. Oui, effectivement. Donc, chez Recyc Québec, on a certains échos, je dirais, de l'industrie sur le deuxième point, par exemple, d'améliorer le tri des résidus de bois dans les écocentres. Parce qu'il y a un certain enjeu au niveau justement du recyclage et de la valorisation en tant que tel. Moi, il y a des centres de tri qui m'ont interpellé en disant que souvent des résidus d'éco-centres, ils veulent pas vraiment les avoir finalement, étant donné que soit que le bois est collecté pêle-mêle ou, puis, je veux dire, tous les types de bois. Donc, on parlait tantôt des niveaux de contaminants, par exemple, venant des panneaux de particules ou venant du bois traité. Mais si en plus, il y a du bois de charpente qui est mélangé là-dedans, dans les opérations d'un centre de tri, une fois que c'est rendu chez lui, des fois de faire la distinction entre tous ces résidus-là, ben, ça devient plus compliqué, voire impossible pour lui. Donc, plutôt que d'avoir le risque de contaminer un gisement de bois qui veut s'en aller vers le recyclage, par exemple, ou est-ce que des entreprises comme Tafisa ou comme Matériaux spécialisés de Louisville ne veulent avoir aucun bois traité à l'intérieur de leurs résidus de bois qu'ils acceptent, ben, si l'écocentre fait une collecte pêle-mêle, que tous les citoyens qui défont leur patio, qui font des rénovations extérieures, mettent tout leur résidu dans le même conteneur, ben, le centre de tri, malheureusement, ne sera pas vraiment intéressé par ce gisement-là en tant que tel. Ou, moi, carrément, il y en a qui m'ont dit, oui, oui, on accepte les résidus d'écocentre, mais on ne les trie pas, ils s'en vont directement avec nos déchets. Ce qui, là, est encore une fois pas très gagnant en termes de mise en valeur et, bon, qui malheureusement continue un peu le préjugé que les résidus qui sont déposés à l'écocentre, finalement, finissent à l'enfouissement. Donc, bref, si on a des gestionnaires d'écocentres ou des municipalités, des regroupements de MRC, on vous invite à tout le moins à faire la réflexion de ça, si c'est possible pour vous de faire cette opération-là, d'améliorer le tri à la source par des différents résidus de bois qui pourra à ce moment-là peut-être intéresser d'autres valorisateurs en tant que tels. Je préciserais qu'effectivement, dans le cas du bois traité, on sait que c'est très difficile justement pour faire l'identification. C'est un problème majeur. Bon, les nouveaux bois traités, bon, on a une petite couleur particulière qui peut nous aider, notamment à l'identification visuelle, mais justement la relation avec les générateurs de résidus est une manière, je dirais, par excellence de pouvoir identifier ce bois-là qui est parfois assez difficile justement à trier. Donc, c'est là que l'éco-centre prend une valeur aussi supplémentaire, le contact avec le client, ou du moins le générateur de résidus. Exact. Puis surtout, je pense qu'il y avait peut-être c'est pas faux non plus en disant, ou est-ce que moi j'ai entendu que certains éco-centres, dans les questions qui étaient posées aux gens finalement qui amenaient leur résidu de bois, la question qui était posée, c'est si c'était du bois peinturé ou du bois teint. C'est sûr que c'est pas, c'est encore une fois, c'est un résidu qui a un traitement particulier, mais le niveau de contamination, souvent,
est plus gérable dans les différentes filières, soit de recyclage ou de valorisation, que le bois traité. Donc, peut-être que la question finalement qui devrait être posée par la personne à l'entrée de l'écocentre, ça devrait être plutôt patio ou charpente. Donc là, à ce moment-là, déjà là, il y aurait un premier tri qui pourrait se faire en tant que tel. Je suis conscient que ça prend c'est pas tous les écocentres qui ont nécessairement l'espace non plus pour accepter les différents gisements, mais on travaille, là, je reviendrai un peu plus tard sur différentes possibilités. Ceci dit aussi, l'autre point qui est mentionné sur l'acétate, c'est d'exiger auprès des récupérateurs et des autorités une normalisation des résidus de bois. Je pense que dans tes recherches, c'est un peu ce que tu as rendu compte, c'est qu'il y a finalement, il n'y a pas vraiment la même. Les gens ne parlent pas le même langage finalement. Les gens vont parler de différentes qualités de bois, Q1, Q2, Q3, QA, QB, QC, du 1 puis du 2, puis bon, finalement, il n'y a malheureusement pas toute cette uniformisation-là, ce qui amène un certain manque là, d'uniformité, puis des fois limite les possibilités de recyclage. Et à l'inverse, des fois, ça donne une emprise ou je dirais un pouvoir absolu du récupérateur ou du recycleur à ce moment-là qui dit ah non, c'est pas de la bonne qualité que tu m'envoies là alors qu'il n'y a pas de standard d'établi. On sait que c'est un manque, on sait que c'est un élément qui devra être pris en compte, qui devra probablement être rattaché dans une des actions qui mènera au bannissement, parce que si on veut faciliter ce bannissement-là, on devra peut-être cibler certains résidus en particulier, certaines catégories. Donc, il y a un besoin d'identification et d'uniformisation de langage et d'arriver à ce que tout le monde puisse parler la même chose, que si un recycleur ou un valorisateur veut un certain type de bois, ben, à ce moment-là, il y aura la qualité ou les paramètres qui seront plus disponibles à ce moment-là pour les différents intervenants. Je dirais aussi cette nomenclature-là est appelée aussi à changer, considérant que il y avait peut-être une certaine époque où est-ce que il y avait une certaine qualité de bois qui allait vers le recyclage et une autre qualité qui allait vers la valorisation. Mais de plus en plus, avec certains contrôles, notamment par rapport au règlement de l'assainissement de l'atmosphère, on voit poindre que les deux types de bois, finalement, vont se ressembler, que un bois qui est propre, exempt de contaminants, pour aller vers la valorisation ou du recyclage. Ce qui nous amène aussi tout le défi de la hiérarchie des 3 RV. Donc, s'il y a un bois qui peut s'en aller au recyclage, s'en va en valorisation, on n'est pas plus avancé environnementalement parlant. Donc, il y aura certains paramètres à prendre en compte en tant que tel. Je dirais qu'en Europe, il y a des efforts aussi qui sont faits du côté de la nomenclature. De ce que j'ai pu lire, notamment un certain type de bois, justement, dans les catégories qui sont liées directement à certains usages, donc type X avec un usage plus connu, un débouché plus connu, donc effectivement, ça facilite dans certains cas les échanges. Un autre secteur dont on peut s'inspirer, c'est le secteur vraiment plus du chauffage à la biomasse, pas en Europe, mais aussi au Canada. Il y a différentes normalisations qui sont mis en place, notamment pour le granulé, mais aussi pour les plaquettes. Justement, bon, c'est un peu plus pointu parce que ça va toucher, oui, ce qui est contaminant, taux de sang, taux d'humidité, même granulométrie, mais c'est effectivement ce qui permet, encore une fois, d'assurer des échanges gagnants. Puis ça apporte une plus grande fiabilité au système, donc c'est un peu le même principe. Donc, on tomberait dans les permis de démolition. L'exemple inspirant qu'on a trouvé, c'est l'implication de la ville de Vancouver qui a mis en place un permis de démolition avec des exigences de recyclage. Vraiment, ce permis de démolition-là est fortement inspiré d'un règlement type qui a été développé par Métro Vancouver, donc la région métropolitaine, donc le Grand Vancouver.
Pour ceux qui étaient là, peut-être il y a quelques années au 3e CDQ, on avait une présentation d'Esther Déribé qui travaille pour Métro Vancouver. Et donc, ça a été notre collaboratrice pour aller chercher là, plus d'informations à ce niveau-là. Donc, Métro Vancouver, en tant que tel, a vraiment développé un règlement type à distribuer, à présenter aux différentes municipalités, villes qui la composent. L'objectif, c'était vraiment d'accroître l'acheminement des matières résiduelles vers des installations appropriées, donc des installations de tri, et puis de favoriser une mise en valeur qui est adéquate, mais aussi favoriser une harmonisation réglementaire. Donc, c'était les municipalités pouvaient s'en inspirer, l'adapter vraiment selon les besoins. On disait que la faille par rapport à ça, c'est que ça repose vraiment, comme on veut acheminer les résidus vers les centres de tri, mais ça repose beaucoup sur la fiabilité des centres de tri. Donc, bien sûr, on a un modèle, mais effectivement, derrière, il faut s'assurer que les centres de tri respectent bien aussi les normes, font leur maximum pour que l'outil soit efficace finalement. Je me permets là-dessus, on est aussi, on sait que c'est un enjeu également dans l'industrie où est-ce qu'il y a certains acteurs, certains centres de tri qui malheureusement n'ont pas toujours les bonnes pratiques. Et pour un donneur d'ordre, que ce soit municipal ou un gestionnaire de chantier, par exemple, c'est pas toujours évident de trouver ou d'avoir, de trouver la bonne installation qui peut confirmer ces activités. Je dirais que c'est un autre projet sur lequel, chez Recyc Québec, on travaille en collaboration avec le 3REM CDQ, d'établir une espèce de norme, signe distinctif. Là, on ne sait pas trop le terme que ça pourra prendre, mais qui permettra finalement de démontrer, de confirmer les affirmations d'un centre de tri qui pourrait faciliter à ce moment-là l'élaboration des devis d'appel d'offres, par exemple, pour une municipalité ou, comme je disais tantôt, pour un gestionnaire. Donc, on travaille également à trouver ce signe distinctif-là et comment le mettre en place pour que les gens puissent l'utiliser adéquatement. Je compléterai avec l'exemple type, le règlement type, basé sur deux choses, donc une déclaration avant que les travaux commencent, donc au moment de la demande de permis, bien sûr à la fin, rapport de conformité, et puis entre les deux, ben, il y a aussi un certain montant qui est demandé lors de la demande du permis, qui est retourné finalement au demandeur de permis à la fin des travaux, selon différentes normes. Je vais vous présenter avec l'exemple de la ville de Vancouver. Donc, la manière dont ça a été adopté, en fait, à Vancouver, il y a différentes choses. C'est basé autour des maisons construites avant 1940. Pourquoi ces maisons-là? En fait, il y a des études qui ont été faites, des caractérisations des matières résiduelles qui ont été faites justement par Métro Vancouver, des analyses de en fait, ce qui entrait dans les centres de transfert ou dans les centres de tri, analyse des voyages pour voir justement le pourcentage de bois qui était dans les voyages, quel type de bois, quelle était leur provenance. Avec ces études de caractérisation-là, d'ailleurs, vous trouvez l'exemple dans le guide, ils ont pu voir que les maisons qui ont été construites avant 1940 avaient des caractéristiques spécifiques à mettre en valeur. Pour ces maisons-là, l'application finalement de ce permis de démolition avec exigence de recyclage est obligatoire. Pour les maisons qui sont construites après 1940, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être mis en place vraiment de façon volontaire. Et puis, ça agit en quelque sorte comme un permis de déconstruction parce que l'exigence qui est demandée pour avoir ce permis-là, c'est un taux de détournement de 75 %. C'est dans leur définition vraiment de la déconstruction. Donc, je vous en dis un peu plus. Donc, pour les maisons construites avant 1940, la plupart des maisons, c'est 75 % des déchets générés qui doivent être détournés, qui doivent être remis vers le réemploi ou le recyclage, à l'exception des déchets dangereux. Mais il y a une petite particularité pour ces maisons-là, mais qui ont été identifiées comme vraiment des maisons ayant un style architectural qui représente vraiment tout le patrimoine de la ville de Vancouver. Eh bien, l'exigence augmente
c'est 90% des déchets générés qui doivent être remis en mise en valeur, donc réemploi ou recyclage. Donc, comment savoir si sa maison est oui ou non soumise à ces règlements-là? En fait, là, il y a différentes choses qui ont été mises en place par la Ville de Vancouver, puis c'est assez connu, différentes identifications, puis un moyen aussi d'appeler la Ville pour valider ces spécificités-là. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est que les maisons avant, qui ont été construites avant 1940, ce qu'on appelle les bonnes vieilles maisons, souvent, ils ont des matériaux d'une grande qualité. Donc, plus intéressant vraiment pour la mise en valeur, mais aussi, on souhaitait garder, si possible, le plus possible, le style architectural de l'époque. Donc, on se dit qu'en faisant la déconstruction, il y a possibilité aussi que, bon, oui, que les matériaux soient réutilisés, mais aussi que les plus grandes pièces soient vraiment utilisées ou que certaines maisons soient reconstruites. Donc, c'est vraiment l'idée qui est derrière ça. Donc, si je résume, les maisons qui ont été construites après 1940, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment volontaire. Les maisons avant 1940, il y a une obligation de 75% de détournement. Et puis, les maisons qui sont reconnues comme un style architectural particulier doivent monter ça à 90% pour obtenir le permis. Donc, je vous présente un peu la démarche d'obtention du permis. Comme je vous disais, eux autres ont utilisé vraiment ce qui avait été présenté par Métro Vancouver. Donc, le plan de recyclage et de réutilisation à présenter lors de la demande du permis. Donc, vous avez un petit bout de tableau finalement là, qui nous présente un peu le tout, là, le type de matière. Est-ce que la démolition qui va être faite génère ce type de matière? Après ça, le nom d'établissement qui va prendre le bois, qui va faire la mise en valeur. Puis ensuite, il y a différentes notes, à savoir si c'est recyclable ou réutilisable, etc., etc. Le rapport de conformité pour le recyclage, eh bien, finalement, c'est pour s'assurer que tout ça a bien été fait. Et puis, toutes les preuves doivent être gardées. Donc, oui, on veut le nom d'établissement, mais on veut aussi des tonnes, et puis avoir même les factures en main, toutes les preuves pour être capable d'analyser le dossier à la fin. Ce que ça nous permet de faire, en fait, il y a une mesure qui est mise en place lors de la demande de ce permis-là. C'est le dépôt c'est un dépôt de 15 000 qui est demandé pour ce type de permis. Bien sûr, ce dépôt-là peut être remboursé totalement ou partiellement selon les critères finalement du deuxième plan à la fin des travaux pour voir si ce qui avait été prévu a bel et bien été fait. On dit qu'il n'y a aucun remboursement s'il y a moins de 40% des matières qui sont mises en valeur adéquatement. Et puis, même chose, s'il y a des tentatives frauduleuses, c'est la même chose. Là, donc, ça permet bien sûr d'ajouter de tordre un peu, un peu le bras, d'avoir en fait une mesure supplémentaire. Au niveau de l'information, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le site web, vraiment à savoir où sont les entreprises qui peuvent faire le recyclage, la réutilisation, etc. Donc, c'est assez facile à utiliser. Il y a aussi une sensibilisation par les employés quand il y a une demande de la part d'un entrepreneur ou du moins quelqu'un qui veut faire une demande. Et puis, bien sûr, encore une fois, c'est la même logique pour la Ville de Vancouver. Quelqu'un qui ferait la demande pour ce type de permis-là avec des exigences de recyclage pourrait obtenir son permis de démolition avant d'avoir obtenu son permis pour la nouvelle construction. Donc, encore une fois, ça permet pour les entrepreneurs d'aller plus rapidement. J'avais quelques données que je trouvais intéressantes. Je me suis mis une petite note pour vous donner une idée. De septembre 2014 à novembre 2015, j'ai vu que 264 maisons qui avaient été construites, bien sûr, avant 1940, avaient été démolies et puis soumises à cette réglementation-là, ce permis, avec la cible de 75%. On dit que le taux de détournement moyen était de 87%, ce qui est quand même au-delà de ce qui est demandé. On dit que 98% des applicants avaient respecté finalement les exigences du permis. Et puis, ça avait permis justement d'amener vers la réutilisation et le recyclage 9000 tonnes métriques annuelles
de matière pour une réduction environ de 3000 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est une mesure qui fonctionne, semble-t-il. Je pense que l'exemple de la ville de Vancouver, c'est un peu pour démontrer si on a des gens des municipalités ou des MRC à l'écoute, c'est un peu aussi, ou si vous voulez les sensibiliser les dirigeants à ça. Je pense que ça peut être initié par les villes, justement, qui peuvent être un peu, je dirais, originales dans leur réglementation. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous pour arriver à améliorer les performances de recyclage et de détournement. C'est sûr que bon, tout ce qui est règlement dit application et dit aussi, dans certains cas, challenge légal, si je peux dire. Donc, est-ce que ce règlement-là peut tenir la route? Mais donc, on voit qu'il y a certains exemples là, qui fonctionnent finalement. D'un point de vue plus local, on a entendu la municipalité de Vaudreuil-Dorion qui a ce genre de réglementation-là qui donc incite au moment de la délivrance du permis, fait de la sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles qui sont générées sur un chantier. Donc, c'est peut-être des gens à contacter si jamais vous voulez implanter ce genre de réglementation-là. Je sais que chez Recyc Québec aussi, et au ministère, bon, il y a eu toute dans le cadre de la révision des PGMR des municipalités, les CRD devaient être pris en compte. Donc, ça peut être à ce moment-là des pistes justement d'action que vous pouvez prendre pour amener une conformité ou une meilleure gestion de vos résidus du secteur CRD qui sont générés sur votre territoire à ce moment-là. Exactement. Puis je préciserais que bon, la ville de Vancouver ont été des champions de l'application de cet exemple réglementaire-là fourni par Métro Vancouver, mais par exemple, la ville de West Vancouver a mis en place plutôt une déclaration assermentée, donc c'est une version peut-être plus flexible, qui demande moins de ressources. Donc, à la fin des chantiers, les gens qui ont fait une demande de permis doivent déclarer justement où ont été acheminées toutes les matières et vraiment signer cette demande-là. Donc, ça permet à la ville d'être au courant de ce qui s'y fait, donc peut-être pour planifier d'autres choses, mais aussi ça permet à l'entrepreneur ou la personne qui fait la demande de permis d'être requérant, d'être plus conscient par rapport à sa gestion des matières résiduelles. Et puis, du côté de North Vancouver, il y avait aussi une liste de vérification qui était remis lors de la remise du permis, qui permet justement de voir quelles matières sont produites et donner des idées où est-ce qu'il peut être mis en valeur. Donc, c'est des versions qui sont peut-être un peu plus flexibles, mais en même temps, il n'y a rien, on peut toujours viser le mieux. Je pense qu'on a un bel exemple. Alors, il est déjà 11 heures, alors hein, on va se mettre au travail. On tombe aux résidus de panneaux. Qu'est-ce qu'un panneau, finalement? C'est un panneau qui participe, on dit non structurel, donc il ne participe pas à la structure, par exemple, d'une maison, d'une construction. Ce sont des fibres ou des particules de bois qui sont chauffées, collées ensemble, justement, pour faire un panneau. Souvent acheté et transformé par les entreprises de deuxième et troisième transformation du bois, donc tout ce qui est les fameux panneaux d'armoire, les moulures. Donc, c'est un résidu direct de la transformation. C'est sûr que, comme on disait, il y a certains volumes aussi qui peuvent se retrouver dans les résidus de CRD, on le comprend bien. Pourquoi on en parle plus spécifiquement? Notamment parce qu'on disait qu'en 2013, 400 000 tonnes métriques annuelles de sous-produits avaient été générés par le secteur de la transformation. Vous allez me dire que c'est un petit volume, mais quand même, on parle d'environ 11 000 tonnes métriques annuelles de résidus qui avaient été envoyés à l'enfouissement. Et quels sont-ils? Bien sûr, c'est des résidus et des poussières qui sont contaminées par des cols, par du vernis. Et puis, on a un signe aussi qui nous confirme, le CFR Normand-Maurice a fait une étude sur le territoire où, justement, il y a beaucoup de gens en deuxième, troisième transformation, beaucoup d'entreprises. Et puis, une des informations qui en a été tirée, c'est que les panneaux de MDF, donc des panneaux de fibres,
comportait beaucoup de défis vraiment de mise en valeur. Donc, on a voulu s'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Mais pourquoi c'est un défi de mise en valeur? Puis c'est vraiment un monde fascinant. En fait, là, je suis entrée là-dedans, puis vraiment, les gens avaient beaucoup de choses à dire, beaucoup de connaissances. Donc, vous allez avoir un aperçu très rapide. Notamment, c'est pour la santé humaine et pour l'environnement. On sait que le formaldéhyde est reconnu comme une matière qui peut être toxique. Au-delà d'un certain seuil qu'on a précisé un peu plus tôt, peut être considéré comme une matière dangereuse résiduelle. Il y a aussi une autre composante, c'est qu'assez souvent, avec ces fameux panneaux de fibres ou de particules, il y a des matériaux qu'on appelle de recouvrement. On ne parle pas du matériel de recouvrement dans les sites d'enfouissement, mais bien vraiment, par exemple, les panneaux d'armoire, on sait qu'il peut y avoir papier mélaminé, PVC, qui entraînent vraiment donc qui viennent ensemble, qui entraînent des défis particuliers. Donc, des impacts sur la santé, sur le respect des normes environnementales. On sait qu'il peut y avoir des dégagements gazeux, puis aussi lors de la combustion aussi, ça entraîne des défis qui sont particuliers. Même sur la valorisation des cendres, dans certains cas, aussi dans toute la boucle de réutilisation. Les procédés de mise en valeur sont aussi affectés. Par exemple, on dit que par exemple, on voudrait utiliser des résidus de panneaux pour faire des nouveaux panneaux. Ben, il peut y avoir un enjeu autour par exemple, des taux d'encollage. C'est-à-dire qu'on utilise, on a des résidus de la matière première qui recyclés, qui comportent déjà un certain niveau de colle. On utilise on utilise de la colle supplémentaire pour refaire les panneaux. Donc, à travers tout ça, il peut y avoir un dépassement des normes. On dit même que l'ancienne colle présente dans les résidus utilisés peut affecter la nouvelle colle. Donc, l'efficacité, la question de la taille des fibres aussi. Là, donc, si on rebroie la matière qui peut être trop fine, présence de poussière, de contaminants. Donc, tout ça peut causer des bris dans l'équipement de recyclage, des dépassements des concentrations, comme je disais, avec le classement des panneaux. Donc, c'est quand même beaucoup d'enjeux. En ayant parlé à plusieurs entreprises au niveau vraiment de la réutilisation des résidus de panneaux pour faire des nouveaux panneaux, on me disait qu'autour de 10%, ça semblait être pour l'instant, avec certaines technologies qui étaient présentes, là, un peu une limite qui avait été identifiée. Et toute la question de la masse critique de matériaux aussi, c'est sûr que, comme on disait, on a différentes régions au Québec qui ont différentes réalités. C'est des matériaux justement qui comportent des défis, puis pour les traiter tous ensemble, mais souvent, il faut avoir une masse critique pour peut-être avoir une solution de mise en valeur adaptée. Ces solutions-là coûtent assez cher. Donc, est-ce qu'on a la masse critique pour permettre justement de les mettre en valeur, les taux, après ça, si on veut aller plus loin, mais c'est les coûts de transport, c'est tout le temps le nerf de la guerre. Donc, c'est une autre question qui peut être problématique. Dans les pistes d'action pour les entreprises de deuxième et troisième transformation du bois, donc vraiment celles qui génèrent les résidus, on parle du choix de certains matériaux qui peuvent être intéressants. La norme CARB entoure vraiment là, tout ce qui est panneaux au Québec et vraiment plus largement, donc qui spécifie certains taux pour le formaldéhyde notamment. Il y a aussi des normes encore plus serrées, donc ULEF ou NAF, donc qui précisent pas de formaldéhyde ajouté ou une émission faible de formaldéhyde. Il faut dire que le formaldéhyde est présent naturellement dans le bois, mais on parle de celui qui est ajouté avec les colles. Les avantages de ça, c'est que justement, il y a moins de chances que ce soit une matière dangereuse résiduelle, donc plus facile à mettre en valeur, moins d'impact aussi sur les travailleurs, et puis possibilité, dans certains cas, d'avoir des points pour la certification, notamment LEED, autour des matériaux. Puis on parle aussi de bonnes pratiques. On sait qu'il peut y avoir plus d'émissions de formaldéhyde, notamment quand il y a de l'humidité dans les panneaux ou quand ils sont en contact avec l'eau. Donc, s'il y a des résidus, par exemple, en les gardant au sec, on diminue les problèmes ou on diminue les chances que la concentration en formaldéhyde devienne trop élevée. Donc, c'est des petits trucs à savoir. Trier adéquatement les résidus en amont, il faut dire que le MDF est plus difficile à mettre en valeur parce qu'il y a un taux d'encollage sur des fibres vraiment plus petites.
MDF par HDF. Donc, est plus difficile à mettre en valeur que le panneau particule. Donc, déjà, à ce point de vue-là, dans certains cas, les trier séparément, ben, ça peut faciliter vraiment la mise en valeur, ou du moins séparer les panneaux de particules des autres résidus qui sont plus faciles à mettre en valeur. Ben, ça peut être intéressant, mais on me dit qu'au niveau vraiment des travailleurs sur le chantier, il faut mettre quand même beaucoup d'efforts parce qu'on veut tous faire vite et rapidement, puis ça demande vraiment une mobilisation supplémentaire. Sinon, pour les gestionnaires d'éco-centres, ça prend une autre question à poser. Après patio, ben c'est cuisine ou meubles, donc ça pourra faire l'objet d'un conteneur aussi dédié à ce niveau-là. Tout à fait. Au niveau des MRC des municipalités, essayer de voir s'il y a possibilité d'avoir une collecte des résidus de panneaux, parce qu'encore une fois, on disait que chaque générateur a peut-être des petits volumes, donc voir avec des transporteurs s'il y a une masse critique qui est possible. Au niveau du transport, on a des points là-dessus dans la section réglementation du guide. Faire un maillage entre les générateurs et les utilisateurs. On a vraiment rencontré beaucoup de monde qui disait « Ouf, il n'y a pas de solution miracle », mais dans certains cas, s'il y a un gros utilisateur, on parlait notamment des cimenteries, usines de toute génération, etc., mais peut-être que de faciliter le passage, ça pourrait être bien. Sinon, à un niveau vraiment plus, j'aurais tendance à dire funky, les designers pourraient être intéressés à certains résidus de panneaux. Le problème, c'est qu'ils ont des besoins très, très spécifiques. Donc, il faut qu'ils sachent la taille, la couleur, la finition, vraiment pour rentrer dans le processus créatif. Puis, il faut qu'ils soient capables de voir le tout. Et la question de livraison, là, beaucoup de créateurs, designers sont dans les grandes villes, donc est-ce que la livraison est possible? Donc, on dit qu'il n'y a pas de solution magique, mais déjà là, de savoir le processus derrière, je pense que c'est déjà un pas. Et on tombe dans le résidu de palette. Ça aussi, c'est un univers très étonnant. Puis j'ai eu la chance vraiment d'avoir aussi de bons collaborateurs là-dessus qui vont vraiment expliquer la réalité terrain. On dit qu'en 2001, aux États-Unis, plus de 2 milliards de palettes étaient en circulation. Donc, c'est quand même incroyable. Et que la moitié connaissait qu'une seule utilisation. Vous allez dire 2001, ça fait longtemps. Il n'y a pas tant d'études sur le sujet, d'études récentes, même si on a passé le tout au peigne fin, mais on dit que la situation quand même est encore problématique. Une étude aussi qui montre que la fin de vie de la palette était vraiment l'étape du cycle de vie qui génère le plus de CO2. Donc, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'en maintenant le plus longtemps possible la palette dans son usage initial, ben justement, on améliore son bilan environnemental. Les défis spécifiques de mise en valeur, il y en a un peu moins. Au Québec, au niveau traitement du bois, c'est souvent un traitement thermique qui est fait. Donc, on chauffe les palettes à haute température, mais il n'y a pas d'intrants chimiques. Donc, ça, c'est vraiment pas problématique à ce qu'on m'a dit. Il y a une question autour de la palette provenant de l'importation. Je sais que les palettes EPAL, notamment, là, peuvent faire l'objet d'un certain traitement, une fumigation, puis question d'insecticides pour les questions sanitaires. Donc, nos palettes, c'est une chose, mais les palettes qui viennent, puis on sait que dans tout ce qui est exportation, il y a un enjeu. Puis il faut dire aussi que ce qui distingue plusieurs palettes, c'est leur identification visuelle. Donc, on peut parler notamment des signes métalliques. Ça s'enlève plus facilement avec un broyeur avec un électroaimant, mais il peut y avoir toutes les questions justement de peinture ou de teinture qui rend la palette un peu moins facile d'usage. Le gros point, puis je vous invite vraiment à aller de l'avant dans le guide par rapport à ça, parce qu'on a des schémas incroyables. Ça prend un petit moment s'asseoir puis voir un peu comment ça fonctionne, mais je pense que c'est très intéressant. C'est la fuite des systèmes de gestion. En fait, on a pu jaser avec des gens dans le domaine, puis identifier 3 types de gestion de palettes. Et puis, selon comment c'est géré, bien, il y a des moyens différents pour pouvoir poursuivre au maximum la durée de vie de la palette et bien gérer les résidus. Je pense qu'on a une question. Oui, donc, question ici, si on a des informations sur la faisabilité de la valorisation des palettes pour le chauffage comme pour la biomasse. J'ai entendu dire que ça se faisait sur le territoire, mais je crois qu'encore une fois, il y a toute la question de résidus contaminés, résidus non contaminés.
Donc, encore une fois, c'est toute cette limite-là. On sait que les palettes blanches, bon, ben après ça, il y a des résidus métalliques qui sont faciles à enlever, mais comme je disais, il peut y avoir d'autres types de contaminants aussi. Donc, moi, je reviendrai peut-être sur cette question-là dans un courriel, mais Nicolas, avais-tu des ajouts? Ouais, ben sinon que nous, en tout cas, dans plusieurs types de palettes, on considère que c'est quand même des palettes, je dirais, de beau bois, justement, qui devraient normalement s'en aller davantage vers soit le réemploi ou vers le recyclage à ce moment-là, plutôt que de la valorisation. On comprend par contre que des palettes peinturées ou qui ont peut-être reçu, qui sont composées peut-être finalement de d'autres choses que du bois ou qui sont finalement de la même composition que des panneaux de particules, ben, que là, à ce moment-là, ça pourrait être davantage la filière de valorisation. Mais de ce qu'on connaît de la composition de la plupart des palettes, c'est du bois qui devrait normalement aller plus vers du recyclage en tant que tel. Puis aussi, bien, pour la question de la valorisation énergétique, il y a toujours la question si c'est justement du bois contaminé, ben, du 3 MW aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui interviennent, il y a plusieurs cas de figure, mais je pourrais en parler un peu plus peut-être par courriel. Dans les trois types de gestion de palettes, vraiment, je vais survoler, mais je vous invite à lire parce que finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose sur la palette. C'est vraiment, il y en a partout. C'est vraiment intéressant. La palette en propriété, souvent, c'est vraiment une entreprise qui a son propre parc de palettes. Souvent, il y a des besoins particulier par rapport à l'envoi de ses produits. Donc, il se fait des palettes qui sont un peu hors normes ou ça peut être même pour l'exportation. On sait que c'est difficile à rapatrier là, dans certains cas, la palette. Donc, je dirais que c'est un minimum d'investissement pour pouvoir l'envoyer et faire son travail, justement, c'est-à-dire porter les biens qui ont été confectionnés. On dit que c'est souvent dans le secteur pharmaceutique, le secteur de la construction, de l'imprimerie. Puis, donc, il y a des palettes dans lesquelles on appose en fait, une consigne. Certains imposent une consigne, donc pour être sûr des revoir. Certains autres n'ont pas cette préoccupation-là. Donc, il y en a deux réutilisations prévues ou non prévues. Souvent, c'est des palettes blanches avec peu d'identifiants. La palette de mise en commun en propriété, en fait, c'est des entreprises qui décident d'avoir leur propre parc de palettes, mais s'entendent avec d'autres pour avoir finalement des palettes avec les mêmes propriétés, donc les mêmes tailles, mêmes identifiants, etc., avec des règles d'utilisation. Comme ça, ils peuvent se partager. Les palettes peuvent tourner justement dans un système et puis peuvent être échangées entre ces différents partenaires-là. Par exemple, Molson et Labatt le font au Québec avec les palettes vertes. Vous avez peut-être remarqué, il y avait des palettes oranges de CPC pendant un bon bout aussi. C'est plus le cas. Puis il y a différentes réglementations, différents paramètres, notamment par rapport à la réparation des palettes, puis à leurs caractéristiques. Puis finalement, il y a la palette en location. Donc, quelqu'un, une entreprise qui aurait des besoins d'envoi de biscuits, de vélos, j'en passe, pourrait décider de ne pas avoir son propre parc, mais de louer à justement un gestionnaire, un locataire de palettes qui, lui, va s'occuper de faire la traçabilité, de savoir par où il passe, donc à travers le distributeur, à travers la personne qui le recevra, d'aller chercher les palettes et vraiment d'être celui qui le remet en fonction. Donc, c'est vraiment un service un peu clé en main. On pense notamment aux fameuses palettes bleues, les palettes tchèques ou les palettes rouges. Donc, c'est vraiment trois types. Et puis, selon les types, on peut vraiment aller chercher quelque chose de différent. Je vais passer vite parce que le temps passe vite, mais je vous dirais qu'à l'intention des ici, bien sûr, on gère bien les palettes pour essayer de maximiser le temps de vie. Instaurer une consigne, mais c'est tout le temps une bonne idée pour être sûr que la palette nous revient pour être capable de la réutiliser aussi. Donc, j'irai avec ces deux points principaux-là. À l'intention des municipalités MRC, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'un manufacturier de palettes vraiment m'expliquait que lui, il serait intéressé, par exemple, dans un quartier industriel, à effectuer une collecte vraiment des palettes qui sont en trop, donc qui pourraient être laissées selon un horaire organisé par une MRC. La MRC pourrait payer un taux fixe justement à ce manufacturier-là qui viendrait les collecter, puis
selon un certain nombre de palettes, ben, le prix de la palette pourrait être déduit jusqu'à un taux de base comme ça, mais ça assurait justement la collecte. Puis ce service-là pourrait être facturé aux entreprises, notamment via les taxes ou municipales ou un autre service. Donc, finalement, ça pourrait être un moyen qui pourrait réussir à allonger la période de la durée de vie de la palette, mais aussi aider les entreprises à se débarrasser d'un fardeau. Même chose à l'éco-centre, mais s'il y a un lieu autre pour mettre les palettes que les fameux bacs, ben justement, comme c'est d'un bois assez souvent d'une haute qualité, mais ça pourrait favoriser soit les rendre disponibles à l'éco-centre ou même les transférer directement à des centres de tri, mais comme c'est du bon bois, mais ça serait un tri qui serait déjà fait. Et je termine avec la procédure de recyclage très rapidement. On sait que les gros générateurs de résidus peuvent faire affaire avec des spécialistes dans la matière. Si les écocentres sont ouverts à leurs résidus, ben, passer par un écocentre, mais passer par un centre de tri qui va vraiment avoir la masse critique et les systèmes pour pouvoir gérer les résidus. Mais il faudrait aussi décider de faire cette gestion-là sans intermédiaire, de trouver justement un utilisateur directement. Ça, c'est vraiment pour les générateurs qui ont des plus gros volumes. Et puis, la méthode de faire se divise en différents points. Donc, premièrement, caractériser ces résidus, donc savoir qu'est-ce qu'on a grossièrement, les volumes, sélectionner des débouchés potentiels, analyser les propriétés des résidus de bois, ça c'est très important. Tout ce qui est chimique et physique, on me dit qu'en sélectionnant un échantillon représentatif, on peut broyer et puis envoyer le tout dans un laboratoire spécialisé qui va nous dire exactement ce qu'on a dans notre bois. Donc c'est plus facile de faire l'échange avec l'utilisateur potentiel, de parler le même langage. Et puis finalement, ben, c'est faire des ententes à long terme, comme ça, ben, chacun peut investir. Et puis, donc, signer une entente d'approvisionnement, donc, pour assurer justement des échanges à long terme, puis vérifier si les autorisations nécessaires sont, donc les CA sont obtenues, justement pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Au niveau du recyclage, j'en ai parlé assez rapidement. On dit que les débouchés pour l'instant de recyclage sont peu nombreux. Nicolas en a parlé, notamment pour toute la question des contaminants, puis garantir que les contaminants sont absents dans la matière. C'est le gros défi. Plusieurs débouchés pourraient être utilisés, mais malheureusement, la question des contaminants limite. Donc, les panneaux particules, effectivement, au Québec, sont vraiment un gros utilisateur de bois CRD. Puis au niveau de la valorisation énergétique, on en a parlé beaucoup, mais pour le chauffage, oui, chauffage à biomasse, il faut respecter le RAA, mais aussi, je vous en prie, pour les utilisateurs, souvent on a tendance à devoir acheter une matière qui est moins chère, mais il y a des impacts sur la santé et il y a des impacts aussi sur les équipements de combustion. Donc, parfois, si on utilise une matière qui est moins chère, ça peut être tentant, mais on le repaye toujours par la suite, puis la population aussi peut le repayer autour. Donc, c'est différents points à tenir en compte. Puis il y a différentes technologies aussi émergentes au niveau de la pyrolyse, au niveau de la gazéification. Certaines font leur marque, notamment Enerkem qui est connu dans le domaine de la gazéification, qui est assez connu. Mais pour en savoir plus sur les débouchés. Oui, ben c'est ça, sur ces technologies émergentes-là, notamment, puis sur le reste aussi, là, on attend aussi, dans le cadre du ministère, des lignes directrices sur la valorisation énergétique. Donc, qu'est-ce qui sera finalement de la valorisation énergétique et non pas seulement de l'incinération en tant que telle? Donc, il y a quelques mentions là, des critères d'analyse qui sont mentionnés, mais qu'il n'y a malheureusement pas de référence là, à vous donner là-dessus. Mais c'est des éléments qui devront être pris en compte là, au moment de l'analyse, de savoir si c'est effectivement une installation de valorisation ou une installation d'incinération finalement. C'est sûr qu'on a toujours la hiérarchie des 3 RV en tête. On veut toujours que le bois qui est destiné, qui a une qualité suffisante pour s'en aller vers du recyclage, aille vers du recyclage.
on comprend encore une fois que le Québec, c'est une grande province. Peut-être que, environnementalement parlant, dans certains cas, c'est peut-être plus facile de faire une valorisation locale dans une installation plutôt que de transporter sur 500-600 km le même voyage de bois vers un recycleur à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'il y a différents facteurs à prendre en compte. Puis, on mentionne, on a traduit librement les notions de upcycling et downcycling, parfois utilisées par les Américains, ou est-ce que c'est difficile, c'est encore un peu difficile d'avoir nécessairement du surcyclage, si je peux dire, avec un résidu de bois. On peut pas refaire un 2 par 4 avec un 2 par 4 à moins d'en faire du réemploi, mais est-ce qu'on est mieux je pense qu'on est quand même mieux d'envoyer, par exemple, un résidu de bois faire un panneau de particules que d'en faire soit une litière animale, par exemple, qui respecte les différents critères, ou dans le cas justement, comme on dit, du bois de palette, mais est-ce que c'est possible pouvoir refaire, réparer cette palette-là pour la garder en service plutôt que de l'envoyer se faire recycler dans un panneau ou que finalement, dans certaines régions aussi, on sait que la gestion des palettes, ben, c'est les employés de l'usine qui peuvent les ramener chez eux pour démarrer leur poêle l'hiver. Donc, voilà. C'est un certain mode de mise en valeur. Plus difficile au centre-ville de Montréal ou dans les parcs industriels de Montréal que dans certaines régions. Puis on parlait aussi, je vais faire un petit tour rapide aussi sur différents points où est-ce que, on parlait de mise en commun, de collecte et autres. On a certains laboratoires, je dirais, qui sont en place avec l'appel de proposition en transition vers l'économie circulaire que Recyc Québec a lancé un peu plus tôt, c'était l'automne, le printemps dernier, printemps 2016. Donc, il y avait une phase d'analyse des besoins pendant environ un an. Donc, on commence à avoir les premiers résultats. On a eu, entre autres, un des projets qui touchait spécifiquement le bois. C'était dans la MRC de Brome-Missisquoi, où est-ce qu'il y a une certaine circularité qui s'est mise en place entre les trois acteurs qui sont mentionnés là. Fabritech, qui, de mémoire, est un fabricant justement d'armoires de cuisine qui là avait maintenant son récupérateur, donc il pouvait en faire le conditionnement, faire une recette finalement d'un mélange, si ma mémoire est bonne, qui pourra être à ce moment-là acheminé vers un valorisateur local. Donc, c'est un exemple d'économie, un peu plus de circularité qui se met en place là-dessus, même si ce n'est pas une circularité parfaite où est-ce qu'on recommence à refaire un produit. On a tout de moins une certaine boucle qui se met en œuvre. Et la Corporation de développement économique de Victoriaville aussi, qui fait justement cette analyse-là de mise en commun de différents résidus de bois, de faire des efforts pour trouver les débouchés aux différents résidus qui sont générés. Et puis, tout récemment, on a lancé aussi un appel de proposition pour un soutien au secteur, plus spécifiquement au secteur CRD. Donc, ça a été lancé au début du mois. On fonctionne par date de dépôt. Donc, il y a 2 dates de dépôt qui sont prévues, dont une la semaine prochaine. Alors, si vous avez un projet prêt, on est prêt à le recevoir rapidement. Le bois fait partie des matières dans le document d'appel de proposition. On a inclus le bois comme étant une matière souhaitée où les projets devraient toucher cette matière-là. Et on vise également les gestionnaires municipaux. Donc, peut-être pour la partie de l'automne à ce moment-là, ce dont on parlait un peu plus tôt dans la présentation, si c'est pour agrandir votre écocentre, diversifier les points de collecte, stabiliser une relation d'affaires avec un valorisateur local ou si vous avez justement une possibilité, un recycleur, un valorisateur local à ce moment-là sur votre territoire, ben là, on a des petites sommes. Je ne cacherai pas que c'est pas, on n'a pas des dizaines de millions dans cet appel-là, mais on cherche des opportunités justement pour toucher ce secteur-là. Donc, gestionnaires municipaux et autres, on est ouvert pour ça.
Et c'est la fin. Quel marathon, merci. Je tiens d'abord à remercier Nicolas vraiment de sa présence et de ses idées toujours claires et instructives. Et puis, Recé Québec particulièrement pour le webinaire. Encore une fois, merci à tous nos collaborateurs aussi. Je dirais qu'on peut télécharger le guide gratuitement sur le site de Nature Québec. Vraiment, vous allez trouver un maximum d'informations. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions par courriel. Je sais que la période des questions a été un peu tronçonnée. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, de bois. Mais donc, on est toujours joignable par courriel pour répondre à vos questions. Ben, merci aussi, Amélie, d'avoir fait tout ce travail-là de recherche, finalement, à travers différents intervenants, à travers la province, pour arriver à cette mouture de guide-là. Donc, j'espère que les gens pourront profiter des différents trucs et astuces, justement, présents dans ce guide-là pour les aider à trouver des idées pour, justement, faciliter la gestion des résidus de bois, que ce soit pour les ICU ou pour les municipalités. Je pense qu'il y a toutes les pistes qui sont disponibles à l'intérieur du guide. Et la présentation devrait être disponible sur Internet. À nous de trouver la manière de faire, probablement sur nos sites web respectifs. Donc, si vous avez des collègues qui veulent voir ou vous voulez revoir la présentation, ça sera disponible sous peu. Alors, oui, merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne fin de journée.